Bonjour à tous, bienvenue à cette activité Informagro, donc qui aura pour thème aujourd'hui l'investissement durable, créateur de croissance, donc qui est présenté grâce à la collaboration de Fonds d'Action. On aura également un témoignage de l'entreprise Ferme Tournevan qui va venir vous parler de son modèle d'affaires axé sur le développement durable. Donc, j'en profite pour remercier les partenaires qui rendent les activités Informagro possibles, donc Informa Affaires. D'ailleurs, Maxime Tremblay qui est présent aujourd'hui avec nous. Et on a également le réseau Agri-Conseil, donc on les remercie de rendre toutes ces activités-là disponibles. Je vous rappelle que c'est possible d'aller consulter la programmation complète des activités Informagro sur le site web du créneau au agroboreal.com. Vous pouvez également aller consulter ces chroniques sur le site web d'Informaffaires ainsi que sur nos médias sociaux. Vous pouvez vous inscrire aux prochaines activités. Donc, une fois que les activités sont enregistrées, vous pouvez aller les consulter aussi celles qui ont eu lieu dans le passé. Je vous invite pendant la présentation à laisser vos caméras et vos micros fermés. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser dans le chat. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez les mettre dans le fil de discussion. Donc, on pourra les adresser directement aux conférencières. Et ça devrait durer environ 1 heure. Donc, sur ça, j'invite nos conférencières à ouvrir leur caméra. Donc, on a d'abord Claire Bisson de Fonds d'Action et on a Audrey Bouchard de Ferme Tournevan. Je leur cède la parole et je vous souhaite à tous une très belle présentation. Alors, bonjour tout le monde. Normalement, on devrait avoir une présentation à l'écran. Je ne la vois pas encore. On la voit? Ah, ça y est. Alors, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis bien contente d'être avec vous, puis d'autant plus contente d'être accompagnée de Audrey Bouchard, parce que de mon côté, je vais surtout parler de finances durables, puis de notre point de vue en tant qu'investisseur puis financier, de l'importance de la durabilité en entreprise. Mais je pense que ce qui donne le plus de couleur puis de jus à tout ça, c'est de voir comment ça peut s'appliquer dans la vraie vie avec un modèle d'affaires. Alors, donc, on va se partager la présentation. Je vais débuter, puis par la suite, Audrey vous expliquera là, au niveau de chez Tournevan comment que ça se passe, la durabilité. Alors, diapo suivante. D'abord, je vais commencer avec quelques mots pour présenter Fonds d'Action. Puis moi, par le fait même, là, comme Isabelle le mentionnait, je suis chef adjoint à l'investissement chez Fonds d'Action. Je m'occupe particulièrement de l'équipe d'investissement direct en impact. Fonds d'Action, c'est qui? C'est quoi? C'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement qui est actif en finances durables depuis notre création en 1996. Alors, ça veut dire il y a 26 ans. Fait que, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, pour les gens qui sont un petit peu plus âgés, il y a 26 ans, parler de finances durables, c'est un peu comme parler d'images de synthèse. C'est un genre de grand mystère qu'on ne comprenait pas très bien. Alors, on était précurseurs, puis on l'est toujours, parce qu'on a été aussi le premier fonds institutionnel à avoir mis sur place une équipe totalement dédiée à l'investissement d'impact. Alors, on investit auprès d'entreprises québécoises qui sont en croissance, puis on investit sous forme de capital d'action ou de caisse-dette. Diapo suivante. Alors là, je vous présente en quelques chiffres Fonds d'Action, donc un fonds de 3,3 milliards grâce à tout près de 200 000 actionnaires. Des actionnaires qui sont peut-être ici aujourd'hui parmi vous, toujours possible d'acheter des actions de Fonds d'Action et de contribuer avec nous à une économie plus performante et plus verte. On est actif auprès de plus de 1000 entreprises. On investit aussi à travers des fonds, donc 75 fonds. Suivant. Alors, avant de parler de finances durables, puis en quoi la durabilité et un partenaire en finances durables peut être un levier de croissance pour votre entreprise, je me suis dit, on va commencer par faire le tour des notions. C'est quoi de la durabilité, c'est quoi de la finance durable, c'est quoi de l'investissement d'impact, de quoi on parle. Alors, puis j'ai comme envie aussi qu'on s'amuse un petit peu, et que justement, vous pouvez utiliser vos bulles de conversation. Je vais vous lancer une question, puis je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation pour regarder si vous avez eu tout bon. Et puis, si vous m'écoutez, bien, probablement, vous allez avoir tout bon. Alors, la question, c'est le ESG. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est quoi selon vous? Vous avez le temps d'y répondre. Allons-y avec la prochaine diapo.
Donc, la première notion, la durabilité. Qu'est-ce que c'est? En fait, ta définition est quand même assez simple, finalement. C'est répondre à nos besoins sans mettre en péril la possibilité pour nos enfants, nos petits-enfants, de répondre eux aussi à leurs besoins. Alors, je pense que c'est quelque chose sur lequel on est tous d'accord. Maintenant, comment la durabilité s'exprime en entreprise? Bien, c'est la mise en œuvre d'une stratégie et d'une gouvernance qui va prendre en compte toutes les dimensions de l'entreprise. Puis les dimensions de l'entreprise, ce n'est pas juste le profit, ce n'est pas juste l'économie, c'est aussi, il y a du social, il y a des employés, il y a une population autour. C'est aussi des dimensions environnementales, parce que quand on fait de la production, on a des effets sur l'environnement. Donc, la durabilité en entreprise, c'est une vision stratégique, c'est une stratégie, c'est une façon de faire les affaires qui tient compte de l'ensemble des dimensions. Puis, il faut faire un peu la différence. Là. On a déjà entendu tout le monde entreprise citoyenne ou entreprise responsable. Ce n'est pas la même chose. La durabilité, c'est vraiment une notion plus large qui va plus loin que, mettons, adopter des politiques éthiques, donc d'être une entreprise responsable, puis qui va plus loin aussi que s'engager auprès de sa communauté. Alors, c'est vraiment, je le répète, c'est la durabilité de l'entreprise, ça s'inscrit dans ses stratégies, dans ses pratiques commerciales. C'est ça qui va construire tout son modèle d'affaires en tenant compte de l'ensemble des dimensions. Alors, puis on va bien le voir tantôt avec Audrey, là, avec le modèle tourne-vent. Fait que la prochaine, si on regarde du côté des investisseurs maintenant. Alors, tous les investisseurs, que ce soit des investisseurs traditionnels, responsables, durables ou d'impact, recherchent un rendement optimal pour leur actionnaire. Fait qu'on n'est pas dans les dons de charité, là. Tout le monde recherche un rendement optimal pour les actionnaires. L'investisseur traditionnel, lui, arrête là. Les investisseurs responsables, durables ou d'impact, eux vont souhaiter concilier la performance économique avec la performance sociale et environnementale. La première façon de le faire, puis c'est une façon qui est largement pratiquée, c'est de le faire par des exclusions. Donc, l'investisseur va décider d'exclure des secteurs d'activité entiers, tels que je n'investis pas dans les armes, je n'investis pas dans le pétrole. C'est des exemples, il peut y en avoir beaucoup d'autres. L'exclusion peut être aussi normative, c'est-à-dire que l'investisseur va exclure des entreprises qui ne respectent pas certaines normes internationales qui sont reconnues. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est justement d'intégrer les dimensions environnementales, sociales, gouvernance, dans l'analyse et la sélection des entreprises. Ce qui fait la différence entre l'investissement responsable et l'investissement durable, c'est la façon de considérer l'analyse. Donc, l'investissement responsable, lui, va faire l'analyse des dimensions environnementales, sociales et de gouvernance pour gérer les risques, atténuer les effets négatifs de ces investissements. Dit simplement, l'investissement responsable, c'est « je cherche à ne rien faire de mal ». Finalement, c'est un peu ça, grosso modo. De son côté, l'investissement durable va plutôt rechercher des opportunités. Il va dire, comment je peux favoriser les entreprises dont les produits et les pratiques d'affaires s'inscrivent justement dans les principes de durabilité dont j'ai parlé tantôt. Finalement, l'investissement d'impact, lui, il pousse encore plus loin. Il va, dès le début, l'investisseur d'impact va dire « j'ai une intention ou un objectif bien défini face à un enjeu social ou environnemental ». Il va prioriser des enjeux, puis il va souhaiter agir sur les enjeux avec ses capitaux. Donc, il va chercher là, de façon très spécifique des entreprises dont les produits et services offrent des solutions aux enjeux qu'il a priorisés. L'investisseur d'impact va en plus s'engager envers ses actionnaires, bien sûr, à lui donner un rendement financier, mais aussi un rendement non financier. C'est ce qu'on appelle l'impact. Puis quand on dit on donne un rendement financier, on donne un chiffre. On dit, j'ai atteint, je ne sais pas, 8 de rendement, mais ça va être la même chose pour le rendement non financier. Ça va être un rendement mesuré, puis mesuré sur ce qu'on a dit qu'on allait faire, donc sur l'enjeu qu'on a visé dès le départ. Donc, c'est une pratique qui est assez différente, beaucoup plus spécialisée, puis dans lequel il y a quand même pas mal de standards internationaux là, sur lesquels on peut s'appuyer. Donc, si je résume, on peut dire que l'investissement responsable, c'est rien faire de mal. L'investissement durable, c'est favoriser celles qui font bien. Puis l'investissement d'impact, c'est provoquer des changements et les mesurer.
Alors, la suivante. La tendance en investissement durable et d'impact, c'est d'utiliser les objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle les ODD. C'est un cadre de référence. Il y a 17 ODD qui couvrent 169 cibles. L'investissement durable et d'impact va évaluer la part des activités des entreprises qui contribuent de façon positive à un ou plusieurs ODD. Puis il va aussi quand même regarder, bien, on est-tu en train de faire le contraire? On est-tu en train de nuire à la réalisation des objectifs ODD? Suivant. Donc, chez Fonds d'Action, nos investissements directs en entreprise, ça vise l'investissement durable et l'investissement d'impact. C'est ce qu'on fait. Notre approche, c'est un investissement thématique. C'est une approche beaucoup plus large que l'investissement sectoriel. C'est plus englobant parce qu'on s'intéresse finalement à des tendances ou à des changements fondamentaux, structurels, qui, selon nous, vont toucher plusieurs secteurs puis modifier plutôt les sources de bénéfices des entreprises. Suivant. Alors, exemple, les perturbations des chaînes d'approvisionnement. On le vit beaucoup actuellement. La pénurie des travailleurs, les tensions commerciales à l'international. C'est toutes des tendances macro qui vont dicter notre philosophie d'investissement thématique durable. Donc, l'idée ici, c'est d'investir dans des entreprises qui vont adopter des modèles d'affaires plus souples, plus verts, plus équitables, plus inclusifs, puis selon nous aussi plus solides et performants. C'est par exemple la transition industrielle ou manufacturière avec, exemple, l'intégration des technologies, la robotisation, l'intégration d'outils qui permettent d'optimiser l'utilisation des matières, etc. C'est aussi la relocalisation de la production locale pour, par exemple, diminuer la dépendance, se placer à l'abri de certaines fluctuations de disponibilité de matières ou même des guerres commerciales. C'est aussi le passage au numérique. On pense aux outils intelligents, aux technologies de travailleurs connectés et d'apprentissage. On l'est actuellement. Là. Il y a quelques années, j'aurais été avec vous, ça aurait été plaisant, mais aujourd'hui, on peut se rencontrer rapidement de façon connectée. Alors, c'est toutes les transformations, des transformations de fonds, c'est ce qu'on appelle des thèmes d'investissement dans lesquels Fonds d'Action on investit. Alors, la suivante. En investissement d'impact, je le rappelle, l'investissement d'impact, ça vise des enjeux sociaux ou environnementaux. Alors, Fonds d'Action, on vise 4 enjeux. Les systèmes alimentaires, on les veut plus verts, plus équitables, plus nutritifs. Tout l'enjeu des changements climatiques, je n'ai pas besoin d'en parler longtemps, hein. On lit le journal, on en parle tous les jours. On veut aussi agir sur tout le volet santé et bien-être, mais sur l'angle de la prévention, puis ce qui permet aux personnes d'améliorer leur bien-être et leur autonomie. Puis, on a aussi un enjeu des villes et des communautés. D'une part, on veut diminuer l'impact environnemental des villes, qui sont quand même une source importante d'impact environnemental négatif. Puis, on veut aussi stimuler des filières économiques à valeur ajoutée. Alors, c'est notre façon de travailler au niveau de l'impact. Alors, la suivante. Un autre exemple qui différencie un investisseur d'impact, comme je vous le disais, bon, l'investisseur d'impact veut provoquer des changements avec ses capitaux. Alors, un des changements auxquels Fonds d'Action on croit, c'est l'économie circulaire. C'est un nouveau modèle économique que, selon nous, qui est bénéfique puis porteur par rapport au modèle linéaire. Le modèle linéaire, c'est j'extrais, je produis, je jette. Là, ici, le modèle circulaire, c'est qu'on va repenser l'ensemble de la chaîne. Pour nous, c'est porteur, c'est sûr, d'un point de vue environnemental, parce que l'objectif, c'est de produire tout en limitant la consommation et le gaspillage à l'autre extrémité. C'est aussi porteur d'un point de vue économique, puis d'un point de vue rentabilité pour l'entreprise, parce que si on consomme mieux et qu'on gaspille moins, on diminue les coûts. C'est aussi porteur pour l'économie en général, pour l'économie régionale, parce que ça peut créer des nouvelles activités localement. Exemple dans l'éco-conception, la gestion des ressources naturelles, ou par exemple le déchet ou le résidu de l'un devient la matière première de l'autre. Fait que ça crée une entreprise qui crée un nouveau produit, donc une nouvelle entreprise ou un nouveau produit. Fait que c'est un modèle d'affaires qui
auquel on croit. C'est la raison pour laquelle Fonds d'Action a créé un fonds qui est dédié à l'économie circulaire. Donc, ça permet à des entreprises innovantes d'obtenir du capital, associé à une subvention avec notre partenaire qui est Recycle Québec et associé à de l'accompagnement technique aussi via nos partenaires. Puis les secteurs qui sont prioritaires, qui sont visés par le Fonds économie circulaire, c'est l'agroalimentaire, la construction et l'éco-construction, bien sûr, et la revalorisation, le recyclage des ressources. Alors, suivant. Vous voyez, là, j'ai fait le tour avec de la finance durable, de ce que c'est l'investissement durable. On comprend que c'est par rapport à l'investissement traditionnel, c'est que l'investissement durable va favoriser des entreprises dont les produits et pratiques d'affaires s'inscrivent dans les principes de durabilité. Mais c'est bien beau tout ça, mais comment on fait ça? C'est par l'analyse ESG. Donc, je reviens à la question ESG. Je ne sais pas si j'ai eu des réponses. Je ne les vois pas passer. Pas de réponse? Il n'y a pas de rien dans notre chat? Isabelle, non? Ah, OK. Bon, ben dans ce cas-là, non, les gens sont discrets. Oui, ils ne bon, savaient pas c'était quoi la réponse. Bon, ben je vais vous l'expliquer dans ce cas-là. Alors, en fait, je reviens sur la notion. La durabilité en entreprise, c'est d'intégrer des stratégies, des pratiques qui tiennent compte de l'ensemble des dimensions et pas juste de la rentabilité. Donc, c'est quoi ces dimensions-là? Environnemental, c'est le E. Social, c'est le S. Et la gouvernance, qui est le G. Je vous donne des exemples. Au niveau environnemental, grosso modo, la question, c'est de savoir comment l'entreprise interagit avec son environnement et vice-versa. Par exemple, c'est quoi sa gestion des déchets? C'est quoi son émission de GES? C'est quoi les mesures qu'elle prend pour protéger la biodiversité, etc. Même type de question d'un point de vue social. Comment l'entreprise interagit avec ses employés, avec ses clients, avec la collectivité? C'est quoi ses pratiques en santé et sécurité? C'est quoi ses relations avec ses relations communautaires? Au niveau de ses politiques d'approvisionnement, par exemple, est-ce qu'elle tient compte des droits des personnes et des enfants? Fait-tu travailler via ses fournisseurs des enfants? C'est toutes des questions d'un point de vue social. Finalement, au niveau de la gouvernance, comment l'entreprise se gouverne? Est-ce qu'elle a un conseil d'administration, comité réviseur? Est-ce qu'il y a des gens indépendants qui sont autour d'elle au niveau du conseil d'administration? Est-ce que la rémunération des dirigeants est en équilibre avec la rémunération globale de l'entreprise? Y a-t-il des mesures pour éviter la corruption, la fraude, etc.? Alors, suivant. Chez Fonds d'Action, l'analyse ESG, c'est le résultat de l'analyse de données d'un questionnaire, de discussion avec la direction puis de visite des lieux. C'est une démarche globale qui est intégrée à notre vérification diligente. Puis, à quelque part, ça nous permet de mieux comprendre l'entreprise dans son ensemble et pas juste par rapport à ses états financiers. On comprend mieux le modèle d'affaires, on comprend mieux où va l'entreprise, on comprend mieux sa philosophie. Peut-être que vous êtes en train de dire, c'est donc bien compliqué tout ça. Peut-être. Mais au moins, on s'en charge. Selon une récente étude auprès d'entreprises partout au Canada, il y a 82 des entrepreneurs qui ont mentionné que leurs prêteurs financiers ou leurs investisseurs leur demandent de plus en plus d'informations à propos de leur politique et de leur stratégie en matière de ESG, puis qui demandent à l'entreprise de leur fournir eux-mêmes leur politique et leur stratégie. 82 c'est pas rien. Puis pourquoi que les financiers sont beaucoup là-dedans? Ben, c'est tout simplement parce que ces facteurs-là peuvent avoir des effets réels sur l'entreprise, sa performance, sa valeur. Je vous donne un exemple. Une entreprise qui est très faible sur ces questions de santé et de sécurité, elle va se retrouver tôt ou tard avec des incidents, des problèmes de productivité, parce qu'on est obligé d'arrêter la chaîne de production parce qu'il y a eu un incident, de la détention de personnel. Il n'y a pas personne qui aime ça travailler dans ce genre de milieu-là. Donc, ça a un effet sur la performance. Fait que c'est ce que les investisseurs constatent de plus en plus, que toute la viabilité à long terme est très liée à ces facteurs-là. Puis non seulement la viabilité, mais ce qu'ils réalisent de plus en plus, puis c'est documenté, c'est que celles qui ont vraiment des pratiques de gouvernance ESG s'en sortent assez souvent beaucoup mieux pendant les périodes difficiles de récession économique, par exemple. Alors, la suivante.
de notre côté, comme on est actif en finance durable depuis plus de 25 ans, on a développé toute l'expertise pour faire l'analyse ESG, puis on l'a développé pour en faire aussi un outil à valeur ajoutée pour nous, mais pour les entreprises partenaires avec qui on travaille aussi. Fait qu'on a développé une espèce d'empreinte ESG. Puis vous voyez, là, avec le cercle, ça nous permet de cerner rapidement les opportunités puis les potentiels de l'entreprise dans les différentes dimensions. Fait que l'intégration des facteurs ESG, c'est vraiment une occasion, c'est une façon de faire une analyse améliorée des entreprises sans se limiter seulement aux paramètres financiers. Puis c'est une occasion de dialogue puis de partenariat avec l'entreprise pour l'aider à progresser aussi. Parce que, selon nous, c'est des conditions gagnantes là, pour son efficacité et augmenter sa valeur pour ses actionnaires. Suivant. Donc, c'est une tendance chez les investisseurs. Donc, la finance durable, c'est une tendance qui est lourde. On ne peut pas y échapper, je pense, à terme. Mais maintenant, pour une entreprise, l'autre volet, c'est est-ce que la durabilité, c'est une opportunité pour les entreprises? Bien, c'est sûr que le premier avantage, je viens de l'expliquer amplement, c'est l'accès aux capitaux. Alors, assez souvent, quand on a des projets de croissance, on a besoin de capitaux. Alors, comme les investisseurs se déplacent de plus en plus vers l'investissement responsable, durable ou d'impact, je pense qu'en tant qu'entreprise, vous deviez aussi vous soucier de tous les enjeux ESG. Suivant. L'agroalimentaire durable, maintenant, si on dit qu'on veut intégrer la durabilité à l'agroalimentaire, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, vous avez ici la définition. Donc, c'est un mode de production qui est équitable, respectueuse de l'environnement, du bien-être animal et qui développe une offre alimentaire nutritive et sûre. Suivant. Là, je vais un petit peu plus vite parce que je vois le temps passer. Alors, chez Fondation, on agit auprès des entreprises dont le modèle d'affaires est déjà dans la durabilité ou celles qui veulent s'engager avec nous dans la transition vers la durabilité. Fait qu'on était aux deux niveaux. Alors, suivant. Maintenant, je l'ai dit, premier avantage, accès aux capitaux. Mais est-ce que d'autres avantages à intégrer les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance? Parce que vous dites, ben, mettons, je n'ai pas besoin de capitaux, je vais m'en sortir. Bien, il y a quand même des avantages. C'est vraiment une opportunité de croissance pour vous parce que si pour les investisseurs, regarder les facteurs ESG, c'est gérer des risques, bien, ça l'est aussi pour vous comme entreprise. C'est un deuxième avantage qui est intéressant. Toujours la même étude que j'ai mentionnée tantôt auprès d'entrepreneurs canadiens. En fait, il y a 90% des répondants qui ont affirmé que les enjeux ESG ont une très grande influence, incidence sur leur compétitivité, leur réputation et le résultat net. Alors, la gestion des risques, ça nécessite une vision long terme, une capacité d'anticiper les répercussions des activités de l'entreprise. Ça veut dire agir en amont. Alors, on est là-dedans dans ce premier avantage-là. Suivant. Intégrer la durabilité, c'est une vision stratégique. Je le disais, il faut voir la vue d'ensemble, aller en amont. Donc, il faut regarder dans l'ensemble des activités de l'entreprise, dans sa façon de repenser sa consommation des matières premières jusqu'à l'offre, puis à la distribution, puis au consommateur. Il faut le regarder dans l'ensemble. C'est pas quelque chose de ponctuel. Tu sais, on va faire une politique là, puis c'est correct. C'est vraiment un modèle d'affaires, puis qui va permettre de réduire, d'optimiser, de recycler, de revaloriser, donc de réduire les coûts de fonctionnement. Fait que ça, c'est un autre avantage. Suivant. L'engagement par rapport à la protection de l'environnement et la qualité de vie personnelle, c'est de plus en plus, on le voit dans les préoccupations des travailleurs aujourd'hui. Quand on est une entreprise qui intègre ce genre de valeurs-là, ça a un effet attractif chez le personnel. Fait que ça, c'est quand même bien. Puis, ce qu'on constate aussi, c'est que non seulement on augmente nos chances d'attirer de la main-d'œuvre, mais il y a aussi un sentiment d'appartenance qui est plus fort. Les gens sont comme fiers. Je travaille pour telle entreprise, puis elle fait telle chose qui est bien, puis qui me rejoint. Fait que s'il y a un sentiment d'appartenance, si on attire du personnel, bien c'est encore là, c'est des effets sur les coûts, parce que le taux de roulement diminue, les coûts de remplacement de main-d'œuvre, c'est quand même assez important, ça a des effets sur la productivité. Fait que c'est un autre avantage. La suivante. Un autre vecteur qui vous permet de faire de la croissance, c'est bien sûr votre clientèle.
Et on le sait, dans le domaine alimentaire, on voit les tendances, toutes les exigences sociales, environnementales sont de plus en plus présentes chez les distributeurs, chez les grandes entreprises qui adoptent des politiques d'approvisionnement responsables, puis chez le consommateur aussi, qui est quand même assez sensible. Fait que des fois, c'est une bonne façon de prendre des parts de marché, mais aussi de fidéliser la clientèle. Une autre chose qui est plus, plus immatérielle, si je peux dire, c'est que assez souvent, les entreprises qui sont dans ce créneau-là, qui sont beaucoup dans la durabilité, vont assez souvent bénéficier d'une belle visibilité médiatique. Les médias aiment en parler, présenter ces beaux modèles-là. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Et c'est ça, c'est de la belle visibilité qui ne coûte pas grand-chose. Fait qu'on aime ça, tout le monde. Il y a une étude qui démontre aussi que 80% de la valeur des actions, c'est toujours assez surprenant de voir ça, elle peut être influencée par la réputation d'une entreprise. Fait que ça aussi, tout le contexte de durabilité, d'être dans les journaux parce qu'il y a eu un déversement de produits chimiques ou de produits polluants, c'est pas ça qui nous aide à vendre puis à développer notre réputation. Alors, suivant. Donc, vous pouvez retirer des bénéfices en appliquant une vision d'affaires puis une stratégie qui est basée sur la durabilité. Des bénéfices au niveau des coûts de fonctionnement, au niveau du développement de marché, au niveau de l'attraction et la rétention de la main-d'œuvre, de l'innovation aussi que ça va amener dans vos équipes, puis l'amélioration de la gestion des risques. Puis vous avez ici à l'écran un paquet d'exemples d'entreprises qui ont adopté ce genre de modèle-là. Et c'est là que la transition se fait bien pour laisser de la place à un exemple beaucoup plus concret, qui est Tournevent, qui va vous parler à quel point, comment la durabilité s'inscrit dans son modèle d'affaires, puis les avantages qu'elle en tire. Alors voilà. C'est à toi, Audrey. Oui. Bonjour à tous. Tu peux aller à la diapo. Oui. Bonjour à tous. Mais merci beaucoup d'abord et avant tout de l'opportunité. Encore une fois, merci à Fondaction. C'est pas la première fois que vous nous mettez sur la sellette, donc c'est vraiment très bien pris pour nous. On sait que la publicité, comme vous venez de le dire, ça coûte cher. Donc, quand on a l'opportunité d'en avoir, on est toujours preneur. Je suis ici pour vous présenter Ferme Tournevent, dont je suis la directrice générale et copropriétaire. Ferme Tournevent, c'est d'abord et avant tout, c'est une ferme en régie biologique. On travaille sur plus de 500 hectares. On cultive des grains de spécialité, dont le chanvre, le canola, la cameline, le lin, les lentilles, les pois jaunes et le sarrasin. On a également un centre de nettoyage de grains de grade alimentaire. Ferme Tournevent est surtout reconnue pour un milieu d'innovation. Au cours de ces dernières années, je pense pas que nous, on regarde pas le train passé, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses, comment améliorer les choses chez nous. Donc, je pense qu'on est reconnu un peu dans le milieu comme ça. En plus, je pense juste au chanvre en tant que tel. Le chanvre, c'est depuis 1996 qu'au Canada, on peut en produire. Puis nous, on a été un des précurseurs là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean là, pour la culture du chanvre. C'est une entreprise familiale et on est bien fiers de nos pratiques en agriculture durable, évidemment. La prochaine. Merci. Ce qui nous distingue un peu chez Tournevent, je dirais un peu beaucoup, c'est ce qui fait en sorte que Fondaction peut-être nous a rejoints. C'est notre modèle d'affaires qui est un peu différent. Souvent, quand on est arrivé pour avoir du financement plus traditionnel, c'était un peu difficile étant donné qu'on est vraiment, on va de la production à la transformation alimentaire. Puis souvent, ce qu'on s'était fait dire, c'est que
soit les financements sont plus axés sur la production ou juste sur la transformation alimentaire, alors que chez nous, c'est vraiment un portrait global. Puis, nous, on y a vu beaucoup, beaucoup d'avantages, mais souvent, on ne cadrait pas dans certains critères. Donc, ça a été un petit peu plus difficile. Mais quand Fondaction sont venus nous rencontrer, puis ont reconnu en nous plusieurs items dont Claire nous a fait mention précédemment et dont je vais vous faire part, on s'est senti que toutes nos actions, puis la façon dont on voyait les choses étaient reconnues. Donc, prochaine, s'il vous plaît. D'ailleurs, on s'est doté, je pense que ça, c'est la pierre angulaire d'une entreprise. Il faut se doter d'une mission puis d'une vision auquel ça devient l'ADN, mais ça devient, toutes les actions sont axées là-dessus. Chez nous, là, ce qui est important, ce qu'on voulait mettre en l'avant-plan, c'est de produire et de transformer de façon durable des cultures biologiques nordiques de notre région en primant des pratiques d'économie circulaire. Ça c'est important parce que ça met la table sur tout. Parce que chez nous, on ne fera pas des produits qui ne pousseront pas sur nos terres, qui ne pousseront pas dans les conditions nordiques. Ça, donc, d'abord et avant tout, là, c'est la prémisse de base. Puis ça met la table pour notre choix, puis ça dirige tout notre plan stratégique d'entreprise. Ensuite de ça, on s'est donné une vision d'entreprise. Nous, ce qu'on veut en produisant ces aliments-là, c'est de participer à la santé collective de notre société en offrant aux Québécois des aliments biologiques, nutritifs et sains issus de leur terroir. Alors, c'est quand même pas si simple que ça en soi, mais pour nous, ça faisait du sens. Puis, tous les partenaires avec lesquels on va travailler, c'est sur cette vision-là des choses qu'on va pouvoir choisir et prendre des actions stratégiques dans notre entreprise. Prochaine. On s'est doté également de valeurs, des valeurs qui pour nous, vont teinter toutes les actions, évidemment, mais aussi des actions, on disait tout à l'heure, sociales, environnementales, de qualité. Donc, l'innovation, pour nous, c'est important. Le respect de l'individu et l'environnement, on travaille avec la terre, on sème, on travaille avec l'environnement. Donc, pour nous, c'était super important, ce côté-là. La qualité des produits et des services que nous offrons. Et là, ce qui est important, c'est que c'est bien beau tout ça, mais ça prend des gens, ça prend une équipe, ça prend du monde. C'est pas une affaire de 2 personnes, cette entreprise-là, c'est une affaire d'équipe. Puis ensemble, on va plus loin. Donc, c'était très, très, très important de mettre au cœur de toutes ces belles valeurs-là les gens. Donc, ce qui m'amène à vous parler un peu de notre modèle un petit peu hors de l'ordinaire là, au niveau de notre organigramme, qui est la prochaine diapositive. Comme vous constatez ici, il y a des gens, mais il n'y a pas de pyramide. Il n'y a pas de chemin préférentiel. Tout le monde gravite un peu autour de tout le monde. Tout le monde a ses qualités, a ses forces. Tout le monde a ses champs de compétences. Moi, j'appelle souvent ici, tout le monde a ses carrés de sable, mais tout le monde travaille ensemble à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc, pour moi, puis pour Guillaume, qui est copropriétaire, c'était super important qu'on se dote un organigramme de cette façon-là, beaucoup plus flexible. Les gens participent beaucoup, les opinions des gens qui sont autour de nous sont super importants, ils font partie des décisions d'entreprise. Donc, ça, je pense que ce modèle d'affaires-là peut sûrement répondre aux besoins, aux volontés des gens de travailler dans un milieu comme ça. Je profite de la tribune également pour vous annoncer qu'on a un poste à combler. Donc, si des gens sont intéressés à venir nous rencontrer, ça va nous faire grand plaisir. Donc, voilà, on a des travailleurs étrangers avec nous, on a
Donc, on est ouvert à toutes sortes de possibilités, puis toutes sortes de gens là, qui ont le goût de contribuer là, à faire de Tournovent là, un beau moteur économique pour la région. Prochainement. Oui, les gens sont au cœur, mais au-delà de l'entreprise, il y a tout ce qui vient de s'accrocher. Donc, moi, ce que j'appelle, c'est les parties prenantes, hein, parce qu'une entreprise, elle n'entre pas en relation avec elle-même, elle rentre en relation avec une multitude d'autres entreprises. Donc, il y a toutes les fermes productrices puis distributeurs avec qui on fait affaire. Oui, on produit la plupart des ingrédients et des grains qu'on met sur le marché, mais pour sécuriser l'approvisionnement, et plus les gens vont en consommer, plus on va pouvoir donner également des contrats à d'autres producteurs de la région, des gens avec qui on fait affaire, des gens avec qui on partage depuis plusieurs années, des bons coups, des mauvais coups. Ça, c'est super important pour nous, puis on va garder ces relations-là. Il y a tout ce qui est client au détail, client en vrac. Oui, on grossit, puis oui, ça devient plus complexe, mais moi, je pense que c'est quand même important de garder le circuit court, garder un contact direct avec les gens, prendre le pouls. Donc, ça fait partie de nos valeurs également. Une partie aussi qui est quand même très intéressante, puis je pense que c'est le cœur un peu là, de notre discussion aujourd'hui, c'est tout ce qui est valorisation de coproduits, tout ce qui est on parle d'économie circulaire. Donc, si on passe à la prochaine, s'il vous plaît. Donc, en parlant d'économie circulaire, nous, ce qu'on a fait, c'est un jour, ben, en fait, c'est vrai que c'est pas vrai, on s'est pas assis puis on s'est dit on va faire d'économie circulaire, non. En fait, on s'est rendu compte en assistant à diverses conférences qu'on avait des pratiques d'économie circulaire. On n'appelait pas ça comme ça, mais on en faisait déjà, puis on avait déjà à cœur d'en faire à l'intérieur de notre entreprise. Ça faisait déjà partie de notre modèle d'affaires. Je vous en donne quelques exemples. Il y a la valorisation du tourteau. Le tourteau, il ne faut pas oublier que quand on presse une graine, par exemple une graine de canola, on va extraire 33 % d'huile. Le reste, qui s'appelle le tourteau, dans le fond, a aussi une valeur nutritive, une valeur économique. Puis, c'est quand même assez notable en frais de quantité. Donc, on essayait de trouver qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc, avec différents partenaires, différents contacts, on a pu regarder avec de l'alimentation animale, entre autres. Je peux vous dire que les gens qui consomment, qui donnent à leur bétail du tourteau sont très, très contents. Le niveau de gras du quota laitier a augmenté. Le tourteau est très intéressant aussi pour la production de la bière, la farine de sarrasin, entre autres, la production de beurre alimentaire. Puis, ce qu'on a découvert aussi, qu'il y avait une valeur azotée pour le tourteau, donc on pouvait l'utiliser également là, pour remplacer le fumier. On est venu avec d'autres problématiques, là. On avait des bons grains, mais qui ne correspondaient pas à tout ce qu'on avait besoin là, pour dire que c'était un grain de grade A pour X, Y raison. Ça peut être une goût, une couleur, mais on trouvait ça dommage de s'en débarrasser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti, on s'est dit, on va faire des huiles de grade B pour la cosmétique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bonnes huiles, c'est juste qu'elles ne correspondent pas, mettons, en saveur, en goût, en odeur. Donc, pour l'alimentation animale, pour des huiles de finition de meubles, mais ça prenait tout son sens. Donc, ici, quelque chose qui aurait pu être jeté ou composté est devenu l'utilisation de quelqu'un d'autre. Rapidement, pour ce qui est des choix d'emballage chez nous, mais je peux juste vous annoncer une petite anecdote. Au départ, on a sélectionné des emballages, on voulait des emballages compostables. On s'est dit, wow, ça fait partie de nos valeurs, on va laisser moins de traces dans l'environnement. Donc,
malheureusement, on s'est rendu compte que le système actuel mis en place dans la société pour les déchets puis pour le compostage ne pouvait pas prendre en charge ces sacs-là, d'autant plus que nos produits duraient plus longtemps que les sacs en tant que tels. Donc, il a fallu qu'on se repositionne, puis on s'est dit on va s'en aller dans des sacs qui sont recyclables à 100%. Donc, il a fallu malheureusement, qu'on revienne un peu en arrière. Mais la partie n'est pas remise. C'est sûr que le compostage, pour nous, c'est quand même super important. Donc, on ne le sait pas. Peut-être qu'il va y avoir d'autres technologies qui vont sortir, qui vont pouvoir répondre à nos besoins. Mais on va être à l'affût, ça, c'est certain. Ensuite, je pense au niveau, encore des personnes, le partage des équipements en CUMA. On a fondé la CUMA Boréal récemment. Et on a aussi une autre sorte de CUMA qui met en commun, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est super intéressant pour toutes les entreprises agricoles parce qu'on met en commun des équipements qui coûtent vraiment cher puis qu'on partage les coûts ensemble. Donc, pour nous, ça répond à un besoin. Puis, c'est une stratégie super intéressante là, pour plusieurs entreprises. Je vous invite d'ailleurs à participer à des CUMA. En mettre en commun des équipements, que ce soit au niveau agricole ou dans d'autres domaines également. La prochaine, s'il vous plaît. Oui. Ce qu'on a voulu faire avec nos produits, c'est d'abord et avant tout mettre à l'avant-plan, parce que dans le fond, là, quand on met au monde des produits, il ne faut pas juste les lancer comme ça, il faut leur doter d'une personnalité unique, quelque chose qui fait en sorte qu'on se différencie, parce que l'huile de canola bio qui vient d'ici, elle va vraiment être différente d'une huile de canola qui va être ailleurs. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Entre autres, pour le climat, pour le terroir, mais aussi parce qu'ici, on ne standardise pas les lots. On va presser des lots un petit peu comme des millésimes de vin. Donc, tel lot va avoir tel goût, telle caractéristique, tandis qu'une autre, ça va être ça. Donc, ça fait partie de notre modèle d'affaires. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'on a mis à l'avant-plan? C'est tout ce qui était caractéristique de notre terroir boréal. Bien entendu, le biologique, chez nous, c'était vraiment important. Et ensuite, bien, chez nous, on va juste avoir des aliments qui sont bons pour la santé, qui vont faire des apports en acides gras essentiels, des aliments nutritifs, hauts en protéines. Donc, vous ne verrez jamais chez Tournovent un produit qui n'aura pas ces caractéristiques-là. Prochainement. Je vous présente notre gamme d'huiles, donc cameline, lin, chanvre et canola, qui sont fièrement sur les marchés Métro, Avril, chez Provigo prochainement. Donc, on a actuellement plus de 300 points de vente, donc ce qui est quand même pas rien. L'huilerie a débuté en 2018, puis actuellement, dans son histoire, bien, les équipements puis l'organisation, la configuration, tout ça est un petit peu trop petit. Donc, avec Fonds d'Action, on va réinvestir pour pouvoir se donner plus d'ergonomie et plus de facilité là, pour pouvoir atteindre nos objectifs de commercialisation. Ensuite, ce qui est pour les grains. Donc, tous les grains qu'on fabrique, on les retrouve en format au détail, mais aussi, ces grains-là sont disponibles pour le HRI avec des formats beaucoup plus gros. Prochaine. En terminant, bien, je voudrais juste vous remettre et vous réexpliquer ça, à quel point Tournovent, quelle est sa raison d'être. Bien, nous, c'est toujours de valoriser les ressources du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pas juste au Québec. Hein, on ne sait pas, on peut se rendre sur le Canada, au plan international, aux États-Unis. On a tellement des belles ressources ici, il faut en être fiers, puis on peut les faire connaître. Donc, ce qu'on veut faire par du même souffle, c'est de faire croître la filière de valorisation des grains de spécialité nordique. En partenariat avec des producteurs, avec des gens avec qui on aime travailler ici, c'est toujours une belle fierté.
Et ce qu'on veut aussi, c'est offrir à l'année aux HRI, les consommateurs, en circuit court, en ligne, les produits tournovants pour que ça ne devienne pas des produits de consommation une fois de temps en temps quand on reçoit de la visite, mais bien des produits de consommation de tous les jours, remplacer les produits. Je vous donne un exemple. On consomme la graine de chia, mais saviez-vous que la graine de lin qui pousse au Québec peut faire exactement le même gel, a à peu près les mêmes valeurs nutritives. Donc, ça vaut la peine d'essayer de voir, puis de constater, puis d'apprendre des choses sur les aliments qui poussent chez nous. C'est merveilleux. Donc, ce qui m'amène à vous dire qu'on va continuer à éduquer le consommateur, à vous en apprendre davantage sur la façon dont ça vous apporte à votre santé au quotidien, mais aussi sur différentes recettes pour que tout le monde soit en meilleure santé. Merci. Merci. Excuse-moi, Claire, je pensais que c'était terminé. Presque. Écoute, je pense qu'avec le témoignage, la présentation d'Audrey, on voit que c'est super emballant, l'agro-durable. Puis effectivement, lorsque le contact ou la chimie, c'était ce que j'ai raconté, puis ce qu'elle a raconté, c'était un mariage ensemble. On est dans l'agro-durable, on est dans l'économie circulaire. On souhaite valoriser des filières fortes au Québec. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un partenariat avec l'Agro-Boréal. Dans ce contexte-là, ça fait quelques années déjà. C'est un beau partenariat avec des aviseurs locaux qui nous apportent beaucoup de savoir et de connaissances sur justement la richesse du secteur. Fait que, on a fait quelques initiatives, fait que je vous invite à parler à Isabelle quand vous avez des trucs puis vous voulez en savoir plus sur ce partenariat-là qui permet d'accéder à des capitaux, comme je le parlais, mais aussi à toute l'expertise qu'il y a chez Agro-Boréal avec l'accompagnement. Fait que c'est beaucoup l'approche Fondation. Fondation, on aime travailler en partenariat avec nos entreprises, avec des organisations qui ont le même objectif. Fait que le suivant. Fait que je voulais juste conclure, on est un fonds d'investissement, on est actif en développement durable. Donc, ça fait 25 ans, on connaît ça. Alors, comme disait Audrey, quand vous faites face à des financiers qui ne comprennent pas trop, ça fait partie des leviers. L'avantage de travailler avec un financier qui est déjà son ADN, comme disait Audrey, son ADN, c'est le développement durable, ça fait que vous avez un vrai partenaire. Un partenaire qui va partager votre vision à long terme, puis qui va travailler, oui, pour que les produits dépassent le Québec, s'en vont au Canada, puis s'en vont aux États-Unis, pour amener de la croissance de nos beaux produits. On a une approche spécialisée, fait que ça fait que dans l'équipe, il y a des gens qui ont des spécialisations, qui connaissent bien les secteurs. On travaille avec des fonds spécialisés aussi, fait que eux autres, ils peuvent servir de relais ou nous aider aussi. On fait du financement sur mesure. Alors, on n'est pas une banque. On ne fait pas du financement avec des garanties, des cautions. On se base beaucoup sur le potentiel de l'entreprise. Et comme je viens de le mentionner, on travaille en partenariat avec différentes organisations. Fait que j'espère que ça vous a convaincu que la durabilité, c'est un beau potentiel de croissance. Nous, on est convaincus que, en fait, les entreprises qui ne plongeront pas le virage, un jour n'existeront plus. Alors, on est vraiment convaincus. Fait que merci pour l'invitation. À toi, Isabelle. Et merci beaucoup à vous deux. Puis effectivement, c'est un très beau partenariat qu'on a avec Fonds d'Action, avec lequel on partage des valeurs communes de durabilité, parce que chez nous aussi, au Créneau, on encourage, oui, le développement de nos filières agroalimentaires boréales, mais dans une optique de développement durable. Donc, je crois que Tournovant en est une très bonne ambassadrice, on va dire bonne pour Audrey, qui est aussi notre vice-présidente au Créneau, donc depuis quand même quelques années. Donc, on est très heureux quand des belles collaborations comme ça peuvent naître des partenariats qu'on a développés, notamment avec Fonds d'Action et quelques entreprises qui gravitent dans notre périmètre. Donc, je vous remercie à tous. Merci Claire, merci Audrey, merci à ceux qui étaient présents. N'hésitez pas si vous voulez revisionner à nouveau cette présentation. Elle va être disponible sur notre site web ainsi que sur celui d'Informe Affaires.
Je remercie encore une fois InformAffaires et le réseau AgriConseil de rendre possible les capsules InformAgro. N'hésitez pas à aller consulter celles qui ont déjà été diffusées et à vous inscrire aux prochaines. Donc, la prochaine est le 5 mai. Ce sera sur le coût de revient et l'hyperinflation. Donc, sujet très d'actualité. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de journée et bon dîner.